Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, un CAC 40 qui revient au-delà des 6300 points en clôture grâce à de bonnes publications. Sanofi, notamment un des poids lourds du CAC qui pèse plus de 100 milliards d'euros, a tiré l'indice parisien. Le secteur bancaire également, depuis quelques jours, après un mois d'avril qui a plutôt vu une pause dans les tendances value. Le secteur bancaire revient un peu sur le devant de la scène depuis un ou deux jours et ça a été encore un contributeur à la performance aujourd'hui des indices européens. Et puis on notera Dassault Systèmes parmi les publications du CAC 40 ce matin. Dassault Systèmes impeccable qui marque un nouveau plus haut historique et le CAC donc à l'arrivée à plus de 6300 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le marché est prêt pour Jérôme Powell et la communication de la Réserve fédérale américaine. La décision sera publiée à 20h. La conférence de presse se rassure à partir de 20h30 heure française. Quand je dis le marché est prêt, c'est qu'on voit les taux longs américains qui remontent un petit peu dans l'attente de ce rendez-vous. Les anticipations d'inflation qu'on mesure à travers différents instruments de marché sont ancrées au plus haut du cycle. On est à plus de 2,40 par exemple sur le break-even 10 ans aux États-Unis qui montre bien effectivement que le sujet de l'inflation est très présent dans les marchés, présent également dans les résultats des entreprises. Le mot inflation est peut-être le mot le plus prononcé dans les conférences entre les sociétés de Wall Street et les analystes. On y reviendra avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On reviendra bien sûr sur les éléphants dans la pièce, les GAFAM qui sont en train de publier leurs résultats. On est en train de digérer ceux d'Alphabet, Google et de Microsoft à Wall Street. En attendant ce soir après la clôture, ceux d'Apple et de Facebook. Et demain soir, ceux d'Amazon. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir, on parlera des entreprises familiales, un thème cher à la bourse. Et c'est Cyril Beignet, gérant du fonds Pictet Family qui sera avec nous par téléphone à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture positive en Europe. Ce soir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance intégralement marquée par les résultats d'entreprise alors que les investisseurs suivront les deux discours importants de la journée après la clôture du marché parisien. Le marché parisien qui gagne 0,53% ce soir à 6306 points. En ce qui concerne les discours à suivre après la clôture, donc le premier à prendre la parole sera Jérôme Powell aux États-Unis qui prendra la parole à 20h30 à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Une prise de parole qui devrait selon les attentes, confirmer la politique monétaire actuelle sans y ajouter de changement pour le moment. Cette nuit ensuite à 21h heure locale, Joe Biden s'exprimera lui devant le Congrès à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat présidentiel. Il devrait revenir sur son plan de relance de 1900 milliards de dollars ainsi que sur le plan d'infrastructure de 2300 milliards de dollars, mais aussi sur l'American Families Plan d'un montant de 1800 milliards de dollars qu'il compte mettre en place afin de soutenir les familles, l'éducation ou encore la santé. Un plan que Joe Biden compte financer via une augmentation des impôts pour les revenus les plus élevés, mais aussi par une augmentation de la taxation sur les revenus du capital, à en croire en tout cas les annonces qui ont été faites la semaine dernière. Plus près de nous et côté statistique, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la confiance des consommateurs en France qui reste stable au mois d'avril, au même niveau exactement qu'au mois de mars, à savoir à 94 points. Et du côté des valeurs à présent, aux États-Unis tout d'abord, Microsoft dévoile des résultats trimestriels au-dessus du consensus en progression de 19% à 41,7 milliards de dollars. Microsoft qui annonce également avoir réalisé sur la période un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44%, ce qui donne un bénéfice par action de 1,95 $. Une progression d'activité tirée par le cloud dont la seule verticale génère un peu plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, même si toutes les autres activités du groupe affichent elles aussi des hausses de revenus. Autre valeur à publier ses résultats trimestriels hier soir. Alphabet annonce de son côté des résultats donc trimestriels qui dépassent les attentes des analystes. Le bénéfice par action de l'entreprise ressort à 26,29 $.
pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 55 milliards de dollars en progression de 34% sur un an. Les bénéfices nets du groupe ressortent à près de 18 milliards de dollars, une activité portée, elle, par le rebond du marché publicitaire qui profite à l'activité moteur de recherche de Google. Et on note également que l'avionneur Boeing réduit ses pertes de son côté au premier trimestre. Sa perte nette ressort à 561 millions de dollars contre 641 millions de dollars un an plus tôt. Du côté des valeurs à suivre en France à présent, Sanofi confirmait ce matin ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique recule lui d'un peu près de 4% en données publiées mais progresse de 2,5% à périmètre comparable. Des annonces qui permettent à Sanofi, ou en tout cas au titre Sanofi, de progresser de 2,42% ce soir. Autre valeur à publier, ses résultats trimestriels. Dassault Systèmes relève ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 de son côté, à la suite de la publication de résultats au premier trimestre qui dépassent les attentes des analystes. Dassault Systèmes qui anticipe désormais un bénéfice par action en progression de 12 à 14% sur un an. Le titre Dassault Systèmes qui progresse très légèrement ce soir et gagne 0,31%. Lagardère annonce de son côté avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs pour transformer le groupe protégé jusque-là par un statut de société commandite par action en société anonyme. Le projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée générale du 30 juin prochain et devrait normalement nommer Arnaud Lagardère PDG de la société pour une période de 6 ans, du coup, à l'issue de l'opération. Une annonce qui permet à Lagardère de s'apprécier ce soir de 1,89%. Et notons enfin que BIC s'envole de son côté et gagne 9,94% à la clôture ce soir, alors que le groupe annonce avoir dépassé les attentes au premier trimestre et visé une croissance annuelle comprise dans le haut de la fourchette de la prévision que le groupe avait initialement faite, à savoir entre 5 et 7% de croissance. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs parisiens réagiront aux éventuelles annonces de cette nuit avant de prendre connaissance dans la journée de demain des résultats de Capgemini, de Total, de ST Microelectronics ou encore de Saint-Gobain. Côté statistique, ils découvriront la confiance des consommateurs en zone euro pour le mois d'avril ainsi que le PIB des États-Unis pour le premier trimestre. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Vincent Genzin de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes stratège de Cholet-Dupont. Et Virginie Robert avec nous également, avec grand plaisir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Présidente de Constance Associés. Commençons peut-être et prenons le temps de nous arrêter sur les résultats spectaculaires des éléphants dans la pièce. Le groupe des GAFTAM, je rajoute Tesla désormais, qui publiait il y a quelques jours. Netflix aussi. On a eu donc les résultats les plus chauds sont ceux de Google et de Microsoft. Et demain et ce soir Apple, Facebook. Demain Amazon. Chaque cas est particulier, mais est-ce qu'on peut quand même exprimer une satisfaction, une impression là, sur la publication de ces premiers résultats? Les résultats sont très bons. Après, le marché s'interroge sur le côté durable de ce bon momentum, sachant que, bon, alors les histoires sont différentes, vous l'avez dit, mais il y a eu, je dirais, le chemin parcouru pendant la pandémie, qui est encore là, mais elles en ont largement bénéficié. Et il y a, maintenant, on se trouve plutôt dans un schéma de réouverture, surtout aux États-Unis. Et dans d'autres, bon, l'Europe est encore très fermée, mais bon. Et donc là, on est à la croisée des chemins. Donc le marché s'interroge et se dit, est-ce que ce momentum est durable? C'est pour ça qu'il y a un peu de volatilité, mais globalement, les résultats sont très très bons. Et on voit bien qu'elles ont su, en dehors d'avoir pu profiter, effectivement, parce que ce sont des entreprises qui interviennent dans le digital, et d'ailleurs on aurait été très malheureux sans elles, n'est-ce pas, quand même le rappeler, mais elles ont su accompagner et elles sont en situation de force, elles ont une telle capacité d'investissement que sur les sujets de demain,
de demain après-demain, elles sont déjà sur les rangs. Donc voilà, mais les résultats sont de très bonne facture. Voilà, vous dites Google, c'est intéressant. Google, c'est de la pub. Il y a quand même une dimension cyclique dans le business de Google. C'est pas juste Netflix, du stay at home. Oui, mais une dimension cyclique, mais sauf que les annonceurs, ils ont plutôt plébiscité ces canaux. Hein, on verra ce soir avec Facebook et notamment Instagram. Très vite, ils ont compris qu'il fallait être présent. Et surtout en version digitale. Donc voilà, c'était plus simple d'aller effectivement faire sa pub sur Instagram ou sur YouTube. Et YouTube, on voit bien, les chiffres sur YouTube sont juste incroyables et offrent en plus d'autres perspectives. C'est juste... Le vice-président de Google dit donc c'est 50% de croissance, c'est 6 milliards de revenus, je crois, sur 55 milliards de ventes globales sur le trimestre pour Alphabet Google. Nous commençons tout juste à explorer le potentiel commercial de YouTube. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on l'a vu évoluer. De toute façon, YouTube, au début, c'était très open à tout le monde, etc. Ensuite est arrivée la pub. Ensuite, maintenant, il y a le circuit payant. Donc, ça peut devenir un concurrent de Netflix. Il y a toute possibilité. Donc, oui. C'est dans le paysage Internet depuis des années. C'est des milliards d'heures de vidéos vues chaque jour, chaque mois à travers la planète. Et pour Google, c'est juste le début c'est juste le début, je pense, absolument. D'une histoire commerciale. Absolument. Mais c'est la grosse facilité de ces sociétés, c'est qu'en fait, elles ont leur sujet, leur produit, leur segment, et petit à petit, elles les façonnent. Voire d'ailleurs, elles peuvent très bien faire un write-off sur un produit en particulier et dire, bon, ok, ça marche pas, je vais me consacrer à autre chose. Mais le coût de l'échec n'est pas très important. Exactement. Et c'est ça qui est important. Et donc, comme elles ont cette capacité d'investissement qui est phénoménale, elles avancent beaucoup plus vite. Enfin, d'investissement ou de retour aux actionnaires? Parce que 50 milliards de buyback, là, chez d'investissement Alphabet surtout, Google, d'accord. 50 milliards, c'est le chiffre d'affaires d'un trimestre. Apple, ce qu'ils ont annoncé là, il y a 2 jours sur leur plan d'investissement, qui est quand même sympathique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va être reçu par le gouvernement. Sans doute très positivement. Ça tombe à bon moment, n'est-ce pas? Ils ont augmenté leur volume d'investissement aux États-Unis. C'est ça, plus de 400 milliards de dollars, je crois. Oui, alors il y a le share buyback. Effectivement, ils ont annoncé un share buyback pour 50 milliards. Bon, ça, c'est toujours apprécié par la communauté financière et par les actionnaires. Mais c'est pas juste le seul moteur boursier d'un groupe comme Alphabet Google. Le vrai moteur, c'est la création de valeur sur investissement pur et dur. Bon, Vincent. Oui, mais ce sont des groupes qui sont devenus incontournables. Alors, pour expliquer, il faut quand même rappeler qu'il y a 1 an, on avait les plus mauvais résultats de l'histoire, globalement. Pas pour ces groupes-là, mais on a quand même des bases de comparaison généralement très, très basses. Donc, ça fait des résultats extraordinaires. C'est aussi une capacité de développement dans l'investissement, mais également dans le rachat d'entreprises. Or, aujourd'hui, Google, comme d'autres grands GAFA, gagne également de l'argent en investissant dans des startups, puis après en faisant des acquisitions. C'est un écosystème extraordinaire parce qu'il est extrêmement souple, comme pour s'adapter à l'évolution de la société. Et puis, c'est l'histoire de la monétisation. Internet reste gratuit. Okay. Donc, il y a des tas de produits, des tas d'applications qui ne rapportent rien. Et à partir du moment où elles sont mises à côté ou sous l'aile d'un groupe comme Apple ou Netflix ou Google, ça commence à dégager de l'argent. Donc on se demande où ça va s'arrêter. Donc je ne suis pas très inquiet parce que je trouve que ces sociétés sont incontournables. Mais on voit bien que la seule limite, c'est la taille. C'est la taille et l'acceptation par les populations et par les politiques. Alors justement, est-ce qu'on est déjà au-delà des limites de la décence ou de ce qui est politiquement acceptable aux États-Unis? Je trouve qu'ils sont assez intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont assez agiles et ils sentent bien l'évolution à la fois des entreprises, des GAFAM. Ils sentent bien l'évolution il fallait dire non pas des actionnaires, mais enfin des clients, mais également des électeurs. Parce qu'ils sont les premiers à mesurer les audiences, donc ils voient très bien comment leur image évolue. Et puis, ils font aussi un travail de lobbying extraordinaire. Mais je crois qu'à un moment donné, dans l'histoire économique, il y a toujours un moment où des groupes qui deviennent trop importants sont obligés par les administrations de réduire un peu leur pouvoir. Bon. Est-ce que ça va se faire sous Biden, qui l'annonce un petit peu? Il a quand même nommé à des postes importants des gens qui sont quand même assez pro-réglementation. Le marché, pour l'instant, s'en occupe pas trop, et il a raison, parce que c'est bien trop tôt. Il faut une majorité à plus que de 50% au Sénat pour pouvoir passer des mesures assez fortes en termes de réglementation. Mais pour moi, le seuil écueil, il y a 2 écueils. Il y a celui-là et il y a la valorisation. Pas l'activité, mais la valorisation. Voilà.
Bon, Igor, quelle est la limite là? C'est une question qui devient un peu un marronnier, hein, mais c'est quand même. Ça vaut le coup de s'y arrêter quand même de temps en temps. La limite en termes d'épargne, de ne pas avoir ce genre de valeur, ou quelques-unes, dans une épargne, je dirais, un petit peu équilibrée, chez un client final, qui n'est peut-être pas très spécialisé sur tel ou tel type de gestion, c'est difficile de dire aujourd'hui, n'investissez pas sur la technologie. Alors après, il y a des momentum plus ou moins favorables. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des modèles économiques très différents. Google, c'est une part de marché de 60-65% sur le moteur de recherche. Derrière, il y a Safari, Firefox. Pour Netflix, c'est pas 65%. Non. Ils doivent passer en dessous des 50%, même peut-être sur le marché américain aujourd'hui. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de concurrence. Et puis, ce que vous disiez précédemment, c'est que le rythme de croissance, un nouvel abonné par seconde de Netflix en 2020, c'est difficile à tenir. Surtout quand on réouvre l'événementiel et puis que les concurrents. Donc, il y a plusieurs modèles. Apple vend quand même du device. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Après, ça fait partie maintenant des indices globaux. Donc, ce sont des choix qui sont moins des choix de stock picking que des choix un peu, j'achète le marché action américain, il a drifté, comme on dit, en voiture vers la technologie. Donc, si on veut avoir des indices actions américains, on en a dans les portefeuilles. Après, l'écueil est réglementaire, mais est-ce que Internet, est-ce qu'on a vécu, donne encore la possibilité au pouvoir public de les arrêter? Parce que, on parle de réglementation sur les téléphones Bell il y a des décennies. Là, quand on voit les chiffres, les 80 000 requêtes secondes de Google, est-ce que quelqu'un peut arrêter véritablement la machine? On ne sait. Moi, humblement, je ne saurais pas répondre à cette question. Comment on fait? Même s'il y a la volonté politique de faire quelque chose, c'est comment techniquement on fait? C'est très simple. C'est l'application d'Apple. L'application d'Apple qui, sur le téléphone, vous dit si vous voulez, vous refusez que vos données soient transférées. Oui, mais alors c'est la loi RGPD, c'est accepté. Et en fait, tout le monde accepte tous les cookies. Parce que personne va mettre 20 minutes à paramétrer ses cookies. Pour l'instant. Il y a des sites qui sont mieux faits que demain, même aujourd'hui, j'ai l'impression que les messages qui apparaissent sur nos écrans sont de plus en plus clairs. Et c'est très facile de cocher oui ou non pour les cookies, pour le suivi des données, cigarettes, je ne sais pas si vous voyez les images qu'il y a. Franchement, peut-être que la consommation de cigarettes est moindre, mais vous voyez, c'est pas toujours la seule réponse, me semble-t-il, c'est la contrainte financière ou juridique. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'appliquer? Ça devient aujourd'hui une vraie question. Alors, il y a la limite géographique, c'est-à-dire que Google peut pas aller en Chine. Voilà, ça c'est une première limite. Mais le reste du monde est grand. Et puis après, il y a la limite, l'usager. On a bien vu, les usagers se font voler leurs données, se font manipuler. Mais ils sont toujours là. Facebook, il y a quelques semaines, alors il y avait une nouvelle histoire de compte, de données. Au LinkedIn. Le jour même, Facebook marque un plus haut historique en bourse. Oui, après, peut-être que finalement, les données personnelles ne valent pas autant que ce qu'on croit. Et que l'individu est beaucoup plus, entre guillemets, exhibitionniste de toute sa vie. C'est possible. C'est le sens de ces réseaux sociaux, de toute façon. Non, la question, c'est la gratuité de l'Internet ou non. Parce qu'on ne peut pas avoir des applications gratuites. Il y a forcément quelque chose qu'on doit payer. Donc, on le paye avec des données personnelles ou avec une communication de nos profils. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Virginie, sur le plan de l'investissement boursier, alors ils ont toutes des parcours un peu différents. Les seuls qui sont vraiment sur des plus hauts historiques aujourd'hui, c'est Google. Microsoft était sur un plus haut historique hier avant la publication, ça perd 2% aujourd'hui. Oui, c'est pas payé parce que les résultats sont vraiment excellents. Ils sont excellents également. Ils sont vraiment excellents. Ça vaut le coup de le dire alors. Oui, non, ils sont vraiment excellents sur tous les segments en plus. Alors qu'est-ce que ça nous dit, le fait que le marché, soit un peu reluctant à payer maintenant Microsoft sur ces niveaux-là? Parce que le titre a extrêmement bien performé l'année passée, il était à plus 9 depuis le début de l'année, ce qui est en ligne avec le S&P à peu près. Voilà, donc il y a des prises de profit. C'est tout. Mais si vous avez 5 ans devant vous, il n'y a pas de sujet. C'est un peu la période des prises de profit aussi. Oui, c'est ça. Mai-juin. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi une période de rotation. Il y a 2 mois, les technos, elles n'étaient pas en odeur de sainteté. Oui, mais elles n'ont pas perdu 20% non plus. Non, mais en relatif, elles ont perdu 10, elles ont perdu 10 ou 15 quand même. Et puis, elles en ont rattrapé une partie. Donc là, elles sont au plus haut, mais en relatif, il y en a beaucoup qui n'ont pas retrouvé leur plus haut relatif par rapport au marché. Donc il y a toujours cette question à l'intérieur du marché. Ces grandes valeurs de techno
Certaines sont très chères, donc on sait qu'en cas de remontée des taux ou de crainte de remontée des taux, elles peuvent être un peu affectées. Et puis il y a aussi la taille, le positionnement des investisseurs dont on a parlé, la pondération que représente. Donc ça inquiète aussi un petit peu. Donc quand il y a des bons résultats, des gens qui n'ont pas vendu Apple ou Microsoft quand ça valait 10% de moins, ils peuvent peut-être en vendre un petit peu maintenant. Ouais, Virginie, C'est un peu des prises de profit sur le logiques. plan de la gestion effectivement boursière de ces valeurs-là, c'est du buy and hold, j'imagine. Oui, absolument. Ce groupe de valeurs, c'est pas les plus chères, paradoxalement. Non. Ça devient Non, même bien les sûr. défensives, en fait. j'ai l'impression qu'on leur trouve toutes les qualités. Mais non, elles n'ont pas toutes les qualités. Attention, mais... elles ont beaucoup de trésorerie, donc les multiples sont un petit peu... Il faut rajouter le cash dans la le cash est valorisation. rajouté, mais il faut penser que c'est des multiples de sociétés qui sont très riches. Elles sont presque défensives. Aujourd'hui, le marché, sur certaines séances, on voit bien, le marché il va sur du plus risqué pour moi. Aujourd'hui, c'est une séance typique. Donc aujourd'hui, le marché il est au plus haut, mais enfin, tout le monde n'a pas galopé de la même façon. Oui, vous en avez forcément, j'imagine quand même. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr, mais moi je les garde. D'accord. Mais elles représentent quel poids aujourd'hui dans votre portefeuille? C'est un peu pour donner une idée de les ce que... GAFA, et si vous rajoutez Netflix, c'est du 15%. D'accord. Ouais, c'est pas énorme. Non. C'est même pas énorme par rapport à leur pondération dans les indices. Donc, je suis pas surexposée, je les ai. Il y a tech et tech. En plus, après, il y a l'autre partie de tech, beaucoup plus chère, généreusement valorisée, peut-être aussi avec des croissances et des business models qui sont en train de mûrir. Donc c'est quoi les nouveaux, les futurs GAFAM là? Alors par exemple, ce qui est très cher aujourd'hui, qui sera peut-être monopolistique demain. Et vous avez Shopify, qui a publié aujourd'hui de magnifiques chiffres. Voilà. Concrètement, Shopify a sa place. Mais c'est très cher. C'est très cher et beaucoup plus risqué. Ils auraient publié de façon déceptive, c'était moins 10. Là, c'est très bon, ça prend plus 10. Donc c'est pas les mêmes animaux. Rappelons-nous les ratios d'Amazon il y a 3 ans. C'était sky is the limit. Il n'y avait pas de... 100 fois. Oui, bien sûr. Globalement, si on sort juste des GAFAM et que vous regardez l'ensemble du marché américain, Virginie, Vincent, sur la première salve de résultats, là, on doit être à 20-25% peut-être même de publications. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous retenez de la santé des entreprises américaines, des secteurs que vous suivez? Oui, sur la consommation discrétionnaire, pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de choses, mais celles que nous avons eues, c'est plutôt bon. Parce qu'il y a la réouverture, notamment aux États-Unis. Donc forcément, là, on voit bien que le marché préfère les valeurs qui sont un peu en retournement, qui étaient vraiment, même avant la pandémie, qui étaient en mauvaise forme. Donc des sociétés, je sais qu'on en avait déjà parlé, comme Ralph Lauren ou Gap, ce genre de choses. Vous avez une catégorie qui est encore un peu dans les McDo, tout ce qui est restauration, là il y a un peu plus d'intérêt alors surtout si le plan Biden est adopté, tout ce qui va être favorisé par la consommation des classes moyennes. Donc il y a ces espèces de mouvements là dans le marché. La défense et l'aéronautisme, c'est plutôt bon. Après, vous savez qu'il y a des secteurs que je ne regarde pas, donc je ne peux pas vous en parler. Les banques ou autres. Les banques, l'énergie, l'industrie. On a des sociétés dans l'industrie on a quelques sociétés qui ont bien publié, mais on est au début, on en a encore beaucoup à voir. Donc on ne peut pas encore dresser un tableau définitif, mais je pense que le marché, il regarde les résultats, mais il s'intéresse surtout à ce qui les guidance, et certaines sociétés ne publient pas encore de guidance. Tout le monde n'a pas la visibilité suffisante. Et le discours des prochains, savoir toujours une fois la sustainabilité du momentum, de ce momentum. Avec le sujet de l'inflation, qui visiblement est le sujet chaud de toutes les conférences analystes. Là, ça a été quantifié par les analystes de BofA, qui montrent une explosion des mentions liées à l'inflation dans les conférences analystes à des niveaux qu'on n'a jamais connus. On parle de quoi quand on parle d'inflation là du côté des entreprises, Vincent? C'est l'inflation des coûts, matières premières, essentiellement. Des matières premières et qui n'est pas forcément bien ressentie et replacée dans son contexte.
Je te donne une petite anecdote. Ouais. Un ami qui est dirigeant d'entreprise dans le secteur de la construction, de la distribution de matériaux, plus exactement en France. Il me dit, mais Vincent, le prix du bois a été multiplié par 3, on va avoir de l'inflation. Donc, il fallait regarder ma graphique et je lui ai montré qu'à chaque sortie de récession majeure de ces 20 dernières années, le prix du bois, notamment aux États-Unis, avait été aussi multiplié par 3. C'est pour ça qu'on avait eu une inflation durable. Bon. Dans mon propos, il y a quand même deux choses. Aujourd'hui, je préfère croire que l'inflation dont on parle là, c'est un phénomène temporaire par des bases de comparaison extrêmement compliquées, parce que le mois de mars, avril, mai l'année dernière, c'était quand même très bas. Et les mauvais chiffres, on va les avoir dans les 2 mois qui viennent. Okay. Et on verra si ça dépasse beaucoup les attentes et si ça peut durer un petit peu plus longtemps. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je préfère quand même garder à l'idée que le monde n'a pas suffisamment changé pour que tout soit transformé sur le plan de l'inflation pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire les 12-18 mois. À plus long terme, là, je suis beaucoup plus réservé. On a 20 ans, 30 ans de désinflation, de baisse des taux derrière nous. On a des dettes qui sont très importantes partout dans le monde au niveau des États, mais aussi bien sûr parfois des entreprises. Et je ne vois vraiment pas très bien comment on va pouvoir sortir de ça par le haut sans avoir un petit peu plus d'inflation. Inflation raisonnable, pas une hyperinflation, mais avoir 3% d'inflation, tout le monde en rêverait. Et qui sera généré quoi par la dominance budgétaire du moment là? C'est les plans Biden de long terme qui sont en train d'être mis en place. Ça peut être éventuellement un petit peu d'inflation salariale, ça peut être un peu moins de mondialisation. On voit bien que les tensions avec la Chine vont peut-être faire des réimpatriations, des relocalisations d'entreprises, donc avec des coûts de production qui seront un peu plus élevés, même si maintenant, dans le monde moderne, tout est tellement automatisé que le facteur humain est moins important. Mais enfin, dans les activités de service, on a quand même besoin de personnes. Donc, il y aura un petit peu de tout ça, probablement. Je ne suis pas devin, mais par contre, je ne vois pas comment on peut maintenir durablement dans le temps des taux d'inflation aussi bas et se dire qu'on va réussir à rembourser ou à réduire le poids des dettes par rapport au PIB. C'est impossible. On n'a peut-être pas envie de les rembourser. Igor. Mais aussi. Non, mais on n'a pas besoin de les rembourser. Il faut simplement que le poids relatif diminue. On a besoin de les refinancer à chaque fois. Voilà. C'est quand même le concept de la dette d'État. Mais on peut augmenter les impôts également. Visiblement, c'est une stratégie chez les anglo-saxons qui semble... Oui, mais on les avait la hausse des coûts. On les avait beaucoup baissés avant et tous les pays partent pas au même niveau de ponction sociale, fiscale. On est dans un jeu ouvert, même si on va réimpatrier et encore... C'est assez faible. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir produire des barres d'acier en France comme ça. Il y a quand même des outils industriels, puis du savoir-faire, sachant que notre marché de l'emploi, en tout cas pour la France, est quand même dans un état difficile, puisqu'il n'y a pas d'adéquation entre les qualifications demandées et puis ce qui est offert. Après, l'inflation aujourd'hui, techniquement, c'est un sujet de goulet d'étranglement pour la plupart des produits. Ouais. Donc ça peut se réguler. Mais ça peut aussi entraîner des tensions un peu plus longues, c'est-à-dire que celui qui produit des semi-conducteurs, il va peut-être se dire, en fait, j'ai peut-être intérêt, moi, à l'organiser, cette hausse des prix. Ce qui ne serait pas complètement illogique de la part des Chinois, qui commencent de toute façon à avoir à peu près la main mise sur tout. Les terres rares, c'était une des thématiques. Donc oui, je suis assez partagé. J'aimerais bien qu'il y en ait, mais n'oubliez pas que les salaires ne sont pas indexés mécaniquement. Ça l'était dans les années 80, où tout le monde prenait ces 10-15% d'augmentation. S'il n'y a pas d'inflation salariale, oui, c'est une inflation, c'est une baisse du pouvoir d'achat quand même. Alors pour l'instant, si vous regardez l'inflation, l'IRL, qui indexe les loyers, le dernier trimestre, il est à 0,09. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui vont avoir des coûts inflatés sur le passé. Ça n'a pas beaucoup d'impact aujourd'hui. Les entreprises en parlent toujours beaucoup. C'est toujours très difficile de voir les répercussions, je trouve, quand j'étais analyste ou gérant de matières premières. Parce qu'en fait, les entreprises arrivent assez bien à mettre ça dans des postes de croissance organique, externe, etc. Bon, là, il y a une reprise, donc c'est un peu normal qu'il y ait de l'inflation. S'il n'y en avait pas, là, on serait peut-être un petit peu inquiet. Donc, on va surveiller ce sujet, mais à plus long terme, il y a un sujet sur la soutenabilité des dettes, le paiement des retraites, et l'inflation est une clé de réponse. Virginie, Joe Biden marque ses 100 jours aujourd'hui, je crois. Premier bilan, mais c'est quand même impressionnant. Déjà, il annonce un plan par mois. Alors, j'imagine que là, ça va à un moment se calmer aussi. Mais l'empilement... Il n'y a jamais eu autant de décrets qui ont été passés, même pendant le premier mois de Trump présidentielle. Donc, il a... Oui. Pour la confiance de l'investisseur, c'est quand même important, j'ai l'impression, ce qui se passe. L'intensité des 100 premiers jours de Joe Biden, c'est quand même quelque chose d'abord, il y a une volonté de remettre les États-Unis au centre de tous les débats. Donc, il y a cette histoire de crédibilité.
il y a cette espèce aussi triangulaire qui est très américaine, hein, c'est leadership, prendre du risque et prendre des décisions. Donc là, il y va fort. Je pense qu'il s'était vraiment préparé. C'est-à-dire qu'il avait préparé ses équipes. On voit bien, hein, les équipes, dès qu'il a été élu, l'équipe, elle était là. Donc il avait vraiment travaillé en amont sur ces sujets et ses équipes. Et ça, voilà. Ça, il ne dormait pas, donc c'était pas Sleepy Joe. Comme non, pas du tout, pas du tout. Il écrivait le programme. Et puis il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'aux États-Unis, on part tout de suite, une fois l'élection présidentielle passée, il y a les mid-terms. Et donc il est légitimement dans cette approche de faire les choses maintenant, de tick the box. Hein, on a vu tous les sujets qui ont été... voilà, et ça a été fait très rapidement. Parce qu'il faut les gagner, parce que dans le cas d'Obama, ça l'a beaucoup handicapé. Exactement. Et ce sera en novembre 2022, donc ça va venir très vite, absolument. Et donc, il faut y aller maintenant. Donc, il y va maintenant. Et il a le momentum politique là, qui lui permet quand même, parce qu'on a tous été impressionnés de la capacité, du consensus qu'il a réussi à forger sur ses premiers plans. Maintenant, on arrive dans une partie plus délicate, avec la question de la fiscalité, de l'équilibre entre le tax and spend. Est-ce qu'il peut quand même surfer sur un momentum politique? Si je puis dire, il bénéficie de cette non-compréhension de l'ère Trump et de cet agacement qu'il y a eu aux États-Unis, mais aussi à l'extérieur, hein, on voit bien. Donc ça, il en bénéficie certainement. Là, il bénéficie de ce momentum. Bon, après, on verra. Hein, sur le troisième plan, pour les familles, plan dont il va parler aujourd'hui, ce soir, devant le Congrès, qui va détailler. Donc, hein, on a commencé à avoir quelques points de détail. Je ne suis pas certaine que tout va passer, parce que là, il va très très loin. Hein. Il va très loin dans pas mal de choses. C'est-à-dire, jusqu'où il souhaiterait pousser les curseurs, là? Ah ben non, mais c'est là, il remet... bon, il y a des choses sur la table qui sont très importantes, mais de tout ce qui est family care, enfin, l'éducation, avec de l'enseignement gratuit, de l'aide aux familles, et évidemment, parce que les 1800 milliards, c'est 1000 milliards d'investissements, hein, de dépenses, et puis c'est 800 de baisse d'impôts pour, ce qu'on disait, la classe moyenne. Donc, alors évidemment, il faut aller chercher. Donc, en parallèle, il y a la hausse de la fiscalité qui risque de faire un peu grincer. En fait, on sent quand même qu'il a cette volonté de détricoter tout ce que Trump avait fait. Donc, toutes les baisses d'impôts que Trump avait mis en place, enfin, l'administration Trump, il veut les détricoter. Il annule pas tout complètement. Hein. Non, oui, mais la moitié du chemin, ça va être intéressant, parce qu'il y avait eu des baisses d'impôts qui avaient été décidées et avec d'autres hausses au niveau régional. Enfin, je m'exprime mal, mais on pouvait déduire certaines choses des impôts locaux, des impôts fédéraux. Et ça, il n'en parle pas. Donc, s'il remonte les impôts, il va y avoir quand même quelques débats, là, notamment avec les États de Californie, New York, etc. Donc, on va voir. Comment vous regardez ça sur le plan de l'investissement aussi, hein? Qu'est-ce que ça nous dit quand même de la manière dont les États-Unis vont fonctionner peut-être là sur plusieurs années maintenant? Vincent. Tu as l'impression qu'il va vite, mais en fait, il déroule son programme. Hein. Il déroule son programme. Donc, les gens qui ont lu son programme ne sont pas spécialement étonnés. La seule chose, c'est que ça va plus vite. Pourquoi ça va plus vite? Pour la raison que Virginie a évoquée, c'est-à-dire que d'ici 2 ans, il y a les mid-terms, et donc il faut aller vite dans les négociations qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, il dévoile pour commencer à avoir une base de discussion au sein de sa majorité, et puis voir aussi s'il n'y a pas quelques républicains qui... Bon. Mais ça va être long. Le premier plan de relance, c'était hyper factuel. Là, c'est évident qu'il fallait le faire. Là, on est dans l'avenir. On est sur des programmes qui durent sur plusieurs années et sur lesquels il est obligé de s'appuyer sur une majorité forte. Or, il est arrivé au pouvoir parce qu'il a été appuyé par, au sein du Parti démocrate, des clans qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Hein, rappelle-toi au niveau de la primaire, on n'était pas du tout, enfin Biden n'était pas favori, on aurait pu avoir un Bernie Sanders, bref. Donc il est obligé de donner des gages, et c'est aussi pour ça qu'il y avait ce programme. Et c'est maintenant dans les discussions et j'allais dire dans les négociations que l'on va voir la réalité de toutes ces dépenses. Peut-être qu'on n'ira pas jusque là. C'est vrai que c'est un programme qui est très social, mais quelque part, je pense que l'Amérique en a peut-être un petit peu besoin. Hein. Peut-être pas la France, mais les États-Unis, oui. Clairement. Et puis, c'est aussi un moyen de continuer à bâtir une cohésion sociale dont le pays a de nouveau besoin. Donc moi, je trouve que c'est assez positif, et je pense que c'est aussi à cause de ça que les marchés financiers, pour l'instant, ne bronchent pas trop.
premièrement, c'était écrit. Deuxièmement, il va y avoir des mois et des mois de discussion. Et puis, il y a la hausse des impôts, mais à côté de ça, il y a les ressources, il y a la consommation, il y a l'aide à la croissance économique. Donc ça ne va pas non plus faire plonger, ça va pas faire plonger les marchés. Ça va peut-être diminuer un petit peu les conditions d'exploitation des entreprises à long terme, de même que les réglementations peuvent peser un petit peu sur les GAFA. Et ça ne change pas les tendances. Non, je ne pense pas que ça change les tendances, mais ça peut les infléchir peut-être avec le temps. Mais là, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Bon, un mot encore là-dessus. Il faudra qu'on dise un mot de la Fed aussi quand même. La réunion de ce soir. Ça va vite aussi parce qu'on est dans une période de crise ou de sortie de crise. Et là, le modèle américain et disons anglo-saxon est beaucoup plus efficient dans la vélocité des décisions, même s'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un pays décentralisé, en fait, puisque c'est un pays fédéral. Mais on voit bien, et on l'avait vu pour la crise de Lehman Brothers aussi, on met en faillite tout de suite, on met avec l'aide de la Fed. Donc c'est vraiment dans ces moments-là, c'est l'action, la décision qui prime. C'est pas trop les réflexions sempiternelles, c'est ce qu'on doit être keynésien, pas keynésien. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est soutenir l'économie pour que America Inc. continue à produire des emplois. Je crois que le président qui a produit le plus d'emplois, enfin créé le plus d'emplois, c'est Clinton. Donc ça veut dire que les démocrates sont aussi habiles économiquement que les républicains. C'est vraiment pas du tout la même chose en Europe quand on prend des spectres politiques et encore moins en France. Donc il y a quand même un faisceau commun de compétences techniques, technocratiques, économiques dans ce pays, avec une transition qui a été quand même assez violente et assez contestée, contestable. Mais en fait, ils ont plus de vaccins que tout le monde. Alors, les vaccins viennent de chez eux, entre guillemets, mais avec nos scientifiques ou d'Europe de l'Est. Mais bref, en gros, c'est quand même un pays qui démontre qu'il est plus capable de gérer ces moments où il faut du leadership. Et c'est pour ça que quand Biden dit « je veux que les États-Unis, ce que disait Virginie, soient au centre », des décisions, il vaut peut-être mieux, parce qu'a priori, c'est quand même eux qui ont tous les outils et les capacités de réaction. Donc, moi, je pense que ça va être un début de mandat qui est de qualité, parce que, il est un peu porté partout, et puis dans ces phases de crise, tout le monde se serre un peu les coudes. Après, il y a les midterms, la politique américaine est compliquée, mais elle est efficace, en fait. Moi, ça ne peut que donner envie de conserver et d'avoir des actions américaines. Oui, le marché américain va rester dans les portefeuilles pour de nombreuses années. Comme chaque année, le marché américain va battre le marché. Est-ce que comme chaque année, le marché américain va battre le marché européen ? Le dollar étant faible, nous, en tant que porteurs d'euros, on est plutôt... Moi, je trouve plus de terrain, de périmètre d'investissement plus intéressant aux États-Unis. Mais voilà, c'est tout. Et puis une résilience. Oui, non, mais voilà, mais regardez, mais sur le sujet, tout à l'heure, on évoquait l'aérospace, ils sont quand même super présents. Les acteurs, ils sont à la fois publics, privés, quand même privés, parce que ça vous a pas échappé, quand même, SpaceX, c'est quand même assez émouvant. Voilà, et vous avez. On avait un astronaute français dedans. Mais... Oui, mais enfin bon, Dragon. Le thème spatial devient un thème boursier qui est en train de se construire. C'est-à-dire que c'est plus juste des étoiles ou des mirages. Tout ce qui est des enjeux, il y a un thème spatial vraiment qui est en train de prendre de l'ampleur. Qui sont importants à venir. On les cerne pas encore suffisamment, mais ça, on pourra en reparler. Oui, c'est un bon thème, un nouveau thème boursier. De l'Europe ou des actions européennes, c'est qu'en général, quand on est investisseur, on va là où les liquidités sont les plus abondantes et circulent le plus vite. Et le pays où circule le plus vite la monnaie, c'est les États-Unis. On le voit dans le private equity, cette capacité à investir. En Europe, on voit le plan de relance, on est encore très en retard, les déblocages. L'investisseur, il a du temps, mais pas non plus toute sa vie. Donc il faut que les décisions d'investissement elles soient prises. À propos de temps, la patience de la Fed commence à être mise à l'épreuve ou pas, Vincent ? Non, je crois pas. C'est un peu tôt. Pendant l'été, peut-être. Ouais. Donc, bon. Pendant ce soir, c'est réunion intermédiaire on va commencer pour patienter, alors. Oui, je pense. Oui, il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas grand changement. Elle va dire que les conditions économiques sont en train de s'améliorer, qu'il y a un petit peu de tension, mais enfin, pas suffisamment pour vraiment réfléchir dès maintenant au tapering, c'est-à-dire à la réduction de ces achats d'actifs. Je pense pas. Est-ce que le marché je disais le marché est prêt. Est-ce que le marché, contrairement à 2013 où il avait été pris par surprise et c'est sans doute une des grandes erreurs de communication de la Fed ces dernières années, est-ce que le marché est plus prêt cette fois Le marché pense qu'il y aura effectivement accepter une réduction du soutien monétaire sur le tapering, qu'il y aura une première communication deuxième partie de l'année effectivement.
sur les 120 milliards mensuels là, d'achat de bonds. Il anticipe même qu'on y aille par tranche de 15 millions. Voilà. Milliards, pardon. Oui. Oui, on n'est plus dans la même dimension aux États-Unis, je suis désolée. Voilà. Mais donc, oui, ça serait. Je ne pense pas qu'il y ait une première communication ce soir sur ce programme, enfin sur l'enclenchement du tapering. Mais le jour où ça viendra. Le marché sera prêt, l'attend. Moi, je pense qu'il l'anticipe déjà. Ce ne serait pas un déclencheur d'une crise de marché Non, parce qu'il l'anticipe. On voit bien ce qui se passe. Effectivement, il y aura communication sur le rythme de cette reprise économique, de l'inflation qui est toujours pour, apparemment, Powell en une parenthèse. Tant qu'on n'est pas dans un schéma de stagflation, il n'y a pas de sujet. Si la croissance est là, l'inflation n'est pas un sujet pour lui. Vincent, est-ce que ça peut être un moment douloureux pour les investisseurs, pour le marché, le jour où ça arrivera Non. L'idée qu'on va réduire le moment douloureux, il viendra avant, puisque les marchés obligataires l'auront anticipé. Donc, si on a effectivement 5 mois d'inflation à 3,5%, là, le marché va réfléchir. Et on anticipera la décision de la Fed. Mais pour l'instant, quand on voit la manière dont la croissance se déroule, elle est forte aux États-Unis, mais elle est faible ailleurs. Enfin, elle est faible. Elle n'a pas encore repris fortement en Europe. Les pays émergents ont encore de grandes difficultés. Donc, on ne peut pas dire que tout est merveilleux, c'est pas du tout une croissance synchronisée. Non. Donc on peut quand même se dire que oui, il va y avoir un rebond de l'inflation, mais à côté de ça, tu as bien vu que les taux qui étaient montés à 75 sont revenus à 50, donc les marchés réfléchissent en disant bon, les taux sont montés un peu trop vite, laissons-nous du temps. Je crois que le marché va laisser un petit peu de temps. On va voir les prochains chiffres d'inflation ce mois-ci, le mois d'après, on verra pendant l'été. Et combien de temps ça dure? Jusqu'où ça monte et combien de temps ça dure? Voilà. Sur le pilotage de la Fed, Igor, je ne sais pas s'il y a un... Non, mais les grandes crises boursières proviennent parfois ou souvent de grands déséquilibres monétaires avec des mauvaises décisions. Bon, on a tous en tête la décision de Trichet. Enfin, c'était pas une grande crise, mais bon, là, je ne crois pas qu'on soit dans un environnement de mauvaises décisions monétaires. Et on a une gouvernance qui est très alignée aux États-Unis, donc ça serait étonnant avant l'été. Il n'y a pas vraiment besoin, mais on n'est pas banquier central. Après, le commentaire qu'on peut faire justement sur ce que tu disais, Vincent, c'est que bon, on n'est pas dans une croissance synchronisée. En fait, la crise du Covid, c'est deux mots, révélateur, accélérateur. C'est-à-dire que, en gros, on ne sort pas tous de la même façon de la crise sanitaire. En France, on est encore à 300 morts. Il y en a qui ont déjà réouvert. Et je pense que ce monde-là, il va s'installer avec un leadership américain très fort, peut-être plus de multipolarité, mais avec des tensions très très bien ciblé, notamment en Chine, avec le sujet de Taïwan, puisque le sujet de Hong Kong a été réglé sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un peu le cadre global. Les banques centrales ne sont pas, pour moi, inquiétantes, et ça fait quand même des années qu'elles sont au chevet. Peut-être qu'il y a parfois des manques de communication, mais globalement, elles n'ont pas créé de crack obligataire. C'est pas 94. Et donc, bon... je crois qu'il n'est pas encore là le sujet. Le sujet, c'est si les indices d'inflation échappent et puis s'il y a un gros déséquilibre peut-être géopolitique à un moment ou à un autre. En termes de stratégie d'investissement, pour conclure avec vous, alors Vincent, à ce stade, qu'est-ce qu'il convient de faire? On a de belles performances indicielles aux États-Unis, mais aussi en Europe. L'Europe, alors on est peut-être en retard dans la reprise, dans les vaccins, dans tout ce que vous voulez, mais sur le plan boursier, l'Europe a connu aussi son rattrapage. Oui, c'est vrai, les indices ont bien réagi, forte hausse sur un an partout. Mais bon, ça commence à être un petit peu tendu, donc c'est difficile de dire aujourd'hui, quand on reçoit de l'argent, bon, on va l'investir tout de suite. Bon, on a quand même envie d'être un petit peu plus attentiste, parce que il peut y avoir effectivement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, quelques petites déceptions sur l'inflation, où le marché se fait peur, tout simplement, où les corrections techniques, on n'a pas besoin d'anticiper une récession pour avoir une petite correction technique de 4-5%. Donc, vous voyez bien que tout le monde commence à évoquer le sujet. C'est pas encore un consensus. Il y a encore beaucoup de liquidités qui arrivent sur les marchés. Il y a encore beaucoup d'argent et beaucoup d'épargne disponible. Donc, je suis un peu partagé à court terme entre le risk-reward qui me semble pas très important en termes de potentiel à court terme, avec un risque de petite consolidation,
Ça veut dire quoi? Qu'on peut acheter un peu moins cher. Voilà. Parce qu'à moyen terme, d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a encore un potentiel plus important et que moi-même, je réviserai encore à la hausse les objectifs sur les indices. Avec une dynamique qui sera toujours celle du cycle, c'est-à-dire que là aussi, sur le plan de l'investissement boursier, c'est encore cette partie-là de la cote du marché qui risque d'attirer le plus d'intérêt Il y a deux écoles, très clairement. Il y a les pro-croissance qui veulent rester sur la croissance. Il y a les pro-value qui sont value et cycliques. Et moi, j'essaie d'être un peu entre les deux. Il faut avoir des portefeuilles équilibrés. Quand on a des valeurs de croissance, généralement, on ne s'en débarrasse pas. On les garde. Mais à côté de ça, dans les moments de rebond et de forte reprise économique, il faut aller chercher du risque, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, il faut avoir des cycliques. Il faut aussi avoir des bancaires, parce qu'on voit bien que c'est directement corrélé à la hausse des taux. Donc, c'est aussi un moyen de se protéger un petit peu de la hausse des taux. Donc, je pense que le thème de la reflation va rester plus durablement aux États-Unis et plus fortement aux États-Unis peut-être qu'en Europe. Mais même l'Europe, si le momentum économique s'améliore dans les 2-3 mois qui viennent, ce qui est quand même assez probable, je pense que le thème réflationniste n'est pas terminé. Mais il y a deux écoles. Oui, chacun essaie de trouver son équilibre. Effectivement, la croissance, c'est quand même du fonds de portefeuille. Et quand on est sur les marchés boursiers, c'est quand même l'idée d'investir dans la croissance. Mais vous adhérez aussi à cette idée d'avoir un portefeuille plus cyclique et de le conserver un peu plus cyclique. Je suis pas dans l'approche la macroéconomie. Pour moi, ça arrive dans mon approche risque. Mais moi, dans mon processus, c'est l'approche structurelle. Donc, moi, je travaille pas sur la macro. Donc, je suis plus dans l'approche les gagnants et les perdants de demain. Voilà. Donc, je suis moins dans cette approche, effectivement, est-ce qu'il faut avoir plus de cyclique ou de croissance. Je suis assez diversifiée. Voilà, parce qu'on trouve de la qualité dans les cycliques. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaise qualité dans les cycliques ou les values. Et comme je suis dans l'approche structurelle, parfois j'ai du mal à y être. Voilà, c'est tout. Mais, donc j'ai la qualité qui fait la différence. J'ai toujours des candidats d'investissement. Voilà. Igor ? Moi, je dirais que je réfléchis avec les trois côtés d'un triangle. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un équilibre géographique d'actions. Parce qu'en termes macro, parce que ça fait quand même partie de la gestion d'une épargne, on ne peut pas dire passer à côté des États-Unis, ça me semble dangereux, puisque c'est eux qui sont le vecteur de l'incrément de croissance le plus véloce aujourd'hui avec la Chine. Donc, portefeuille. L'autre côté, c'est de dire les entreprises européennes, ce n'est pas le PIB de l'Europe ou le PNB de l'Europe. On voit Schneider qui font 30% de croissance organique sur le premier trimestre en Chine. Donc ça, c'est un autre pilier. Et puis le dernier, qui est le plus important, c'est que je pense que l'entreprise, encore plus maintenant, est le seul agent économique à être aussi efficient et à pouvoir créer de la valeur et donc rentabiliser une épargne. Et c'est pas parce que je suis un pro. C'est plus l'immobilier, c'est plus. Il y en aura toujours dans les patrimoines, mais l'immobilier, je veux bien que ça soit un super secteur entre guillemets, mais aucun pays vous dites celui-là il est très fort en immobilier. Non, aucun. C'est pas un secteur différenciant. Vous avez un secteur technologique aux États-Unis, aérospatial, mais l'immobilier c'est un dérivé. Voilà, donc vraiment l'entreprise pour moi ça reste aujourd'hui un formidable vecteur d'investissement. On s'arrêtera là-dessus. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Et Vincent Genzi, stratège de Cholet-Dupont, était avec nous ce soir en plateau. Place au quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir à partir de 19h15, marché à thème. Le thème du jour, c'est celui des entreprises familiales comme vecteur d'investissement. Et on en parle avec Cyril Beunier qui nous rejoint en visioconférence depuis la Suisse, gérant du fonds Pictet Family chez Pictet. Bonsoir et bienvenue Cyril. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bon, les entreprises familiales, c'est un thème qui est cher à la bourse depuis de nombreuses années. Comment est-ce que vous remettez ce thème entre guillemets au goût du jour? Parce que je crois que le fonds Pictet Family est très récent dans la galaxie des fonds Pictet. Cyril, qu'est-ce qui définit pour vous les caractéristiques d'une entreprise familiale, la définition, j'allais dire, de la maison Pictet que vous pouvez nous donner? Exactement. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, pour commencer, et pour comprendre l'intérêt de ce segment, j'aimerais juste rappeler que les entreprises familiales sont universelles. Elles sont réellement l'épine dorsale d'autres sociétés, puisqu'elles génèrent entre 50 et 70% des PIB nationaux dans de nombreuses régions, et que d'un point de vue social, le pourcentage de la main-d'œuvre
employées par des entreprises privées non étatiques, par l'entreprise familiale, représentent plus de 50% de nombreux pays. Alors, la recherche académique a été très nombreuse sur le sujet. Et on constate, et elles ont confirmé, que les entreprises familiales ont une meilleure profitabilité et réalisent une meilleure performance boursière. Par contre, elles n'ont pas été capables d'avoir une définition unique de ce qu'est une entreprise familiale. Alors c'est pourquoi chez Pictet Asset Management, nous avons voulu justement donner une définition claire. Ouais. Donc c'est toute entreprise listée en bourse où une personne ou une famille détient plus de 30% des droits de vote. Cet univers comprend les fondateurs et l'ensemble des générations, et c'est un univers qu'on a voulu global afin de bénéficier de cette richesse et de cette diversité de ces entreprises au niveau global, mais aussi parce qu'on a constaté que finalement il y avait peu de véhicules qui proposaient cette opportunité à leurs clients. Enfin, pour terminer, comme je disais, cet univers global des CD familiales présente une forte diversité sectorielle, mais aussi géographique, puisque chacune des régions, que ce soit Asie, Europe ou Amérique du Nord, représente environ un tiers de cet univers. Oui, un thème très large, effectivement. Je retiens ce chiffre, 50, 60, 70% du PIB parfois est créé, généré par ces entreprises familiales. Cyril, pourquoi est-ce que ces entreprises, d'ailleurs, surperforment sur le plan économique et sur le plan boursier? S'il y a quelques éléments peut-être qu'on peut apporter à ce sujet. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que sur le long terme, comme je le disais, elles surperforment leurs homologues non familiales d'un point de vue boursier parce qu'elles, justement, elles vont réaliser de meilleures performances économiques grâce à cette vision de très long terme poussée par des moteurs fondés sur cet actionnariat engagé qu'est la famille. Et elles réalisent cette meilleure performance économique car elles vont réinvestir plus fortement, tout simplement, dans l'entreprise, à travers soit plus d'investissement dans la croissance future, mais aussi dans le maintien d'un bilan financier solide, c'est-à-dire dans un niveau de dette ou de cash maîtrisé. Et lorsqu'on regarde justement par rapport aux homologues non familiales, elles vont distribuer moins de dividendes. Alors juste un chiffre pour vous donner, le taux de distribution des profits des sociétés familiales à travers les dividendes est seulement de 33%, quand leurs homologues non familiales le font de 9% de manière supplémentaire, soit autour de 42%. Ah ouais. En plus de réinvestir plus dans l'entreprise, elles vont réinvestir mieux. Elles ont des retours sur investissement supérieurs sur le long terme à leurs homologues non familiales, toujours dans ce cadre de discipline financière. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu par style cette composante de cet univers, on constate qu'il y a un net penchant pour la croissance de qualité. Alors, je donne un petit exemple quand même de société familiale. Société, par exemple, américaine, Rollins, société familiale de 3e génération, pour illustrer, qui a plus de 45% des droits de vote. Société spécialisée dans les services de traitement de cafards et des moustiques, donc un peu particulier pour les commerces et pour les particuliers, qui est justement typique de cette société familiale, à travers cet aspect de croissance long terme et de bilan très solide. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu les concurrents qui ont des bilans beaucoup plus difficiles, avec des bilans plus chargés, lors de la crise, du début de la crise de Covid-19 l'année dernière, on a constaté que ces sociétés avec ce bilan financier beaucoup plus lourd ont été obligées de réduire leur activité et de licencier et même de proposer moins de services, ce qui a permis finalement à une société comme Rollins d'accroître son part de marché. Donc ça montre que cette vision de très long terme, avec cette approche de continuité, est un business model gagnant. Il y a des typologies d'entreprises familiales, de culture familiale dans l'entreprise, Cyril, que vous avez réussi à identifier, par exemple, avec, je sais pas, oui, des cultures, des manières d'agir et d'entreprendre différentes? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'elles obtiennent justement ces fameux meilleurs résultats économiques grâce à des moteurs fondés sur leurs valeurs humaines déjà, de la liée à la famille, telles que l'identité, mais aussi la réputation ou l'héritage de la famille. Et cette vision qui va bien au-delà justement de la vision d'un investisseur traditionnel leur permet, à travers ce qu'on pourrait appeler justement une gérance multigénérationnelle de la stratégie de l'entreprise, à travers 3 mots. Elles vont préserver, développer et transmettre cet actif qu'elles ont hérité. Et ça, c'est très important, cette approche de gestion multigénérationnelle qu'on va retrouver d'ailleurs dans de nombreuses sociétés européennes assez iconiques, comme par exemple en Allemagne chez Merck, société qui a 350 ans d'existence, mais aussi par exemple en Italie à travers Exor, la holding familiale d'Agnelli,
ou enfin en France, par exemple, avec Hermès, qui a plus de 100 ans d'existence. Alors justement, Hermès, c'est un exemple parfait de ce qu'on regarde dans les sociétés familiales. C'est un exemple de forte culture familiale, avec une excellence du produit, et toujours aussi cette phénomène de transmission de génération en génération de ce savoir-faire traditionnel. D'ailleurs, on en a la 6e génération, et cette famille a su préserver l'ensemble des valeurs, ce qui est très important. Est-ce que c'est d'ailleurs, oui, il faut qu'on dise un mot, alors peut-être du revers de la médaille, ou des risques aussi qu'il faut prendre en compte quand on investit sur ce thème des entreprises familiales. Est-ce qu'Hermès est une exception d'une certaine manière, si on en est à la 6e génération et que la performance liée au caractère familial est toujours aussi impressionnante? Est-ce qu'on trouve aussi peut-être des faiblesses à travers ce capitalisme familial, Cyril? La vision long terme, c'est très bien, ça peut peut-être aussi interdire de prendre certaines décisions. C'est peut-être des entreprises moins agiles aussi dans des moments où il faut être agile. Est-ce qu'il y a moins de remise en cause? Et puis quand on détient 30% ou plus des droits de vote, quelle est la place qu'on laisse aux minoritaires également dans l'actionnariat de l'entreprise? Quels sont pour vous peut-être je ne sais pas si on appelle ça des risques, mais oui quand même, les points d'attention qu'il faut avoir en tête quand on investit dans ce thème-là? Alors, si on va prendre les 2 points de manière un peu différenciée, c'est-à-dire cette forme d'agilité et ces formes de risque, l'agilité, elle se retrouve très fortement à travers les sociétés familiales, à travers cet ADN qui est très fort, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est cet ADN d'innovation, de création, de vision très long terme et justement de prise de risque par justement un fondateur, insufflé par un fondateur. Donc là, on va retrouver réellement dans beaucoup de sociétés, dans notre univers de société familiale, qui ont ces caractéristiques d'entrepreneuriat et justement d'agilité à travers ces modèles, et qu'on va retrouver dans des aspects multigénérationnels. Si on part par rapport, et qu'on pourrait citer un exemple, par exemple Square aux États-Unis, société technologique, mais il y a de nombreux exemples sur ce sujet. Du point de vue des risques, en effet, il faut être vigilant lorsqu'on investit sur les sociétés familiales, parce qu'il y a des risques propres à ce phénomène d'être un actionnaire dominant. Dans le sens, comme vous mentionnez, on a parfois ces phénomènes de transfert ou d'héritage, mais il y a aussi d'autres problématiques, comme le risque de népotisme de cet actionnaire, ou un risque de confusion entre la richesse personnelle et la richesse de l'entreprise. Donc c'est pourquoi il faut avoir une approche de gouvernance où on va étudier de manière précise l'actionnaire de la famille en tant que tel, et étudier justement cette structure familiale afin de s'assurer que toutes les décisions soient prises dans l'intérêt de long terme de la famille et d'actionnaires minoritaires, mais aussi à travers cet héritage. Je peux vous donner un exemple. Il faut qu'on conclue, Cyril, rapidement. Vous avez 20 secondes. 20 secondes, d'accord. Juste très rapidement, donc on a des sociétés comme Merck, typiquement, je le disais, 350 ans d'existence, qui en sont à 10e génération et qui ont justement ces caractéristiques de clair de gouvernance. Et à travers justement le fonds Pictet, on a voulu inclure tous ces critères ESG et de gouvernance spécifiques et dédiés aux familles dans nos prises de décision. Un jeune fonds, le fonds Pictet Family, qui fête en ce moment, je crois, fin mai, qui fêtera ses 1 an d'existence. Merci beaucoup pour cette analyse et ces caractéristiques du thème du capitalisme familial et de l'entreprise familiale que vous nous avez apporté, Cyril. Cyril Bonnier en visioconférence avec nous depuis Genève, gérant du fonds Pictet Family chez Pictet. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain, évidemment, en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.